Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bonne matinale d'info à nos côtés avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Marie-Lise Lebranchu, députée PS du Finistère. Bonjour, Madame la Ministre. Et pour vous interroger aujourd'hui à mes côtés, Christophe Bordet de Sud Radio et Oriane Mancini. Bonjour, de Public Sénat. Madame Lebranchu, François Hollande est dans l'Écho républicain ce matin, un quotidien du groupe La Montagne dont les rédactions sont dirigées par Olivier Bonichon. Il a accordé un interview exclusive à Éric Moine, le rédacteur en chef, et il dit dans cette interview, François Hollande, allez encore plus loin et plus vite, je réformerai jusqu'au bout. Est-ce un vœu pieux à 1 an de la présidentielle? Non, parce que j'ai l'impression et la certitude même qu'il y a quand même des projets qui sont, y compris sur la table du Parlement. Effectivement, je crois que ça va mieux. C'est toujours difficile à entendre pour les gens qui sont au chômage. C'est difficile quand, dans ma circonscription par exemple, une entreprise agroalimentaire me ferme encore, alors qu'on a eu d'autres sinistres. Mais objectivement, c'est vrai. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ce que recherche le président de la République, et il a raison, c'est remobiliser tout le monde. C'est ce que je constate, moi, depuis quelques semaines, en sortant d'un gouvernement. On a 4 semaines pour rencontrer des gens, aller dans des entreprises, etc. Les entreprises vont mieux. Elles me disent... Justement, Marie-Lise Lebranchu, vous venez de dire quelque chose quand même de très important. Il faut remobiliser tout le monde, mais j'ai envie de vous dire, qui a démobilisé tout le monde? Oh, mais ça c'est facile à dire, je veux dire c'était une parole de journaliste. C'est facile à dire, non, je veux dire c'est un constat global. Non, mais quand on dit, voilà c'est fait, on peut en penser ce qu'on en veut, on a démobilisé, sauf que c'est pas une raison pour dire, si c'est de notre faute, on va attendre 2017 avant de remobiliser les gens. Ce serait une erreur, à la fois politique, économique, sociale. Oui. On est en crise politique, c'est vrai, on est en crise économique, c'est vrai, on est en crise sociale, c'est vrai. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, le rôle d'un président de la République, c'est pas de dire à la télévision, c'est de ma faute, je suis désolé, attendez 2017. Alors, non, attendez, ce serait idiot, mais je finis, c'est juste de dire, est-ce qu'on peut, est-ce que objectivement ça va mieux? Oui, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille encore mieux? Moi je suis en train de monter en tant que député avec un sous-préfet un plan pour que sur les 500 000 formations qui ont été justement mises sur la table, on puisse sortir les gens qui étaient chez GAD, 391 encore qui n'ont rien. Eh bien, c'est tout ce travail qu'il faut faire, sinon ce sera trop facile. Quand François Hollande dit par exemple dans l'Écho républicain ce matin, il faut faire face à ceux qui jouent sur les peurs, je dois tenir mon cap, montrer que l'on tient bon, que l'on avance. C'est quoi le cap de François Hollande aujourd'hui clairement? C'est un cap en deux éléments majeurs. Vous avez un pays qui est en crise, qui sort d'une crise économique qui a commencé en 2008, une crise économique d'une profondeur incroyable, vous le savez, on le sait tous. On a une crise géopolitique et politique majeure avec les réfugiés, on le dit tous, depuis la guerre 39-45, on n'a pas connu ça. Il faut absolument pouvoir faire face pour que les pays continuent à avancer, à accueillir de façon raisonnable. Et je pense qu'on a, au milieu de tout ça, un élément fort sur lequel peut-être on ne parle pas assez avec les Français, c'est une Europe en danger. L'Europe est en danger après la crise des réfugiés, après l'horreur du terrorisme, de la guerre, etc. Mais l'Europe a un vrai danger. Pendant que nous parlons ici, les Grands-Bretons sont en train de se poser des questions sur leur appartenance ou non à l'Europe. On sait tous que c'est un dossier très lourd. On sait tous que François Hollande, avec d'autres, travaille avec Angela Merkel, mais on sait tous aussi qu'ils n'ont pas forcément les mêmes options politiques, travaille avec l'Italie, mais donc François Hollande peut être l'homme de la stabilité au milieu de tout ça. Je pense que sur la question européenne, la France aujourd'hui, avec effectivement tous les problèmes qu'il faut essayer de régler, et ça, il y en a beaucoup, on est tous d'accord. La France aujourd'hui a un rôle majeur à jouer pour éviter qu'avec ce Brexit, oui ou non, tout s'écroule. Et François Hollande répond à Pierre Gattaz dans l'Écho républicain. Le patronat ne peut pas exiger des baisses de charges supplémentaires, dit-il, sans que lui-même prenne ses responsabilités. Il insiste sur ce mot responsabilité. C'est quoi? C'est le fameux million d'emplois promis par Gattaz qui n'est pas au rendez-vous? C'est ça que François Hollande est en train de pointer du doigt, par exemple là? Je pense que c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit à M. Gattaz, je peux le redire ici facilement, on discutait de ça il y a quand même des mois. On disait avec ce PIN, 5 millions d'emplois, je vous demandez quoi? Est-ce que vous expériez, pardon, 27 milliards à l'époque, on était arrivé à 19 milliards de...
recapitalisation possible, d'investissement possible, de marge retrouvée, etc., qui s'appelle CICE. Et est-ce que vous pourriez imaginer de telles sommes rendues à la compétitivité de la France ? Non. Non. D'ailleurs, personne ne l'avait imaginé. Ça a été fait. Quel est le mouvement à l'intérieur du patronat pour aider les entreprises à embaucher ? Moi, je crois qu'on a un problème majeur. C'est une relation qui ne fonctionne pas entre les très grands groupes et les PME, y compris quand les grands groupes sont donneurs d'ordre, y compris quand les grands groupes sont les banquiers. Quand les PME sont les banquiers des grands groupes. On a quelque chose de fondamental. Il faudrait que le patronat s'en saisisse. Gattaz est irresponsable ? Oh, moi, je n'ai jamais dit qu'il était irresponsable ou responsable. J'ai été très surpris, je ne veux pas dire choqué, parce qu'il y a des choses plus graves dans la vie. J'étais très surprise de sa déclaration, parce que la gestion de l'UNEDIC, donc des ACDIC, des indemnités du chômage, intéresse aussi le patronat. Et franchement, est-ce que ça fait un peu chantage. François Hollande n'a-t-il pas trop cédé au MEDEF durant son quinquennat ? Il n'a pas cédé au MEDEF, il a fait un choix. Choix qui a été contesté par certains, vous l'avez entendu comme moi. Il a fait le choix de dire, depuis des années, on dit le coût du travail est trop élevé en France. Tout le monde le dit. Donc ça fait des éditos formidables, etc. Est-ce qu'on y répond ou est-ce qu'on n'y répond pas ? On y répond, c'est-à-dire qu'on dit OK, le coût du travail est trop élevé en France, on retrouve de la compétitivité, le coût du travail a baissé. Quand vous prenez branche par branche, en comparant, on le faisait avec le président du Parlement européen hier, sur l'Allemagne par exemple, maintenant on est plus compétitif dans un certain nombre de secteurs, y compris que les Allemands. Est-ce que le patronat doit dire OK, on a eu un certain nombre de soutiens pour retrouver de la compétitivité? Qu'est-ce qu'on fait, nous, patronat, entre nous, pour mobiliser toutes nos PME ? Est-ce que les grands groupes peuvent parler différemment ? Est-ce qu'on les laisse avec des délais de paiement insupportables, mais les PME n'osent pas dire qu'on leur doit autant d'argent ? Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Et je trouve que, quelles que soient les critiques, la politique dite de l'offre, c'est-à-dire le retour à la compétitivité, a été mise sur la table, discutée, et c'était difficile. Maintenant, il faudrait que le patronat s'en saisisse. Oriane Mancini. Alors François Hollande, justement, qui a la cote de popularité la plus basse d'un président de la République à un an de la fin de son mandat, qui est donné éliminé dans tous les sondages, éliminé au premier tour, est-ce qu'il doit renoncer à se présenter ? Moi, c'est pas mon sujet. Alors, je suis... là, parfaitement pas langue de bois. Moi, je suis inquiète pour mon pays. Quand on passe le matin, le midi, l'après-midi, le soir, à se demander si la personne qui est présidente de tous les Français, y compris de vous-même, cette personne est présidente des Français. Elle est de la France à l'étranger. Elle est de la France en Europe. Non, mais c'est quand même important de savoir ce qu'il va faire. Eh bien, moi, c'est important de savoir ce qu'il fait et pas ce qu'il va faire. Parce que la politique fiction en disant on verra dans un an, on verra dans 2 ans, sauf que il y a des choses qui se règlent quasiment quotidiennement. Politique fiction alimentée par les politiques, quand même, souvent. Et alimentée par les politiques, je vous l'accorde. Il serait peut-être temps qu'on change de génération de politique et qu'on se modernise, parce que les jeunes politiques sont souvent archaïques dans leur comportement aussi de starisation. Je crois qu'il y a Macron archaïque, c'est ça que vous dites ? Tout le monde, toute la classe politique. Je ne me mets pas à part parce qu'on est tous pareils. On fait attention à son image, on fait attention à ce qu'on va dire, pas dire, la façon de sortir un peu de la masse. Moi, je pense que les politiques ont aussi à se regarder sur pourquoi on en est à la politique fiction tout le temps. C'est peut-être parce qu'on l'alimente. Moi, je pense que l'action aujourd'hui, demain matin, du président de la République est essentiel pour la France et pour les Français, et pas forcément ce qu'il va décider pour 2017. Alors justement, Maryse Lebranchu, est-ce qu'Emmanuel Macron peut-il sauver la gauche ? 38% des Français. Moi, c'est pas mon sujet. 38% pensent que Macron Même serait si un bon président. 80%. Voilà, il arrive en tête des sympathisants de gauche à 15%. Alors au moins, est-ce qu'il ringardise les autres ? Non, il est archaïque. Je lui ai dit ça en souriant, je dis ça en souriant. Pose un problème de positionnement aux autres, notamment à Martine Absolument Aubry et aux gens de quels vous êtes proches. C'est ça qui est terrible. Vous voyez, même si c'est des questions que les gens 80%. Alors, quel est le projet politique de Macron ? Quelle est sa vision de société ? Je ne sais pas encore. Mais sa vision de la société, c'est la suppression de l'ISF, par exemple. Suppression de l'ISF, voilà. C'est pas tout à fait ma position. Je pense que c'est pas forcément ça qui a à faire. Mais il est quand même en tête chez les sympathisants de gauche. C'est nouveau. Mais moi, c'est pas mon souci. Il est ministre de l'économie. C'est quoi le chiffre du chômage aujourd'hui ? Le travail, c'est Myriam El Khomri. L'emploi, c'est Emmanuel Macron avec Michel Sapin et Christian Eckart pour les comptes publics. Donc vous pointez ses responsabilités. Moi, je crois qu'un politique doit être dans la responsabilité de ce qu'il a à faire au jour le jour. Je parlais tout à l'heure du lien grand groupe PME. On a un chantier possible, ERDF, est-ce qu'on le fait ou pas ? Il y a énormément de choses à faire. Et moi, ce qui m'embête, comme votre question, c'est qu'on n'est jamais dans ce qui va se passer, on est dans ce qui pourrait se passer si, etc., dans quelques mois.
Les Français que je rencontre ne supportent plus ce petit jeu-là. Alors bien sûr, ils répondront à des sondages. Ils ne supportent plus le petit jeu politicien. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas raison en voulant dépasser le clivage droite-gauche? Pourquoi est-ce que vous me parlez d'Emmanuel Macron, vous là? Est-ce que Emmanuel Macron, c'est... Parce que c'est lui qui veut dépasser le clivage droite-gauche. Non, il veut pas. Je pense qu'il faut parler d'Emmanuel Macron, qui fait des choses extrêmement intéressantes sur les innovations technologiques. Quand même sur les innovations technologiques. Qu'il doit travailler et ne pas être dans la politique politicienne avec En Marche, par exemple. Alors, je vais vous dire, là, j'ai le droit à un sourire. J'ai le droit à un sourire. Oui. S'il dit il faut qu'on se mette en marche, ça veut dire que depuis qu'il est secrétaire général adjoint de l'Élysée et ministre de l'économie, il marche pas. J'espère qu'il marche quand même depuis 2012. Hein. Vous lui avez demandé? Non. Non, j'ai pas eu le temps. Mais c'est quand même ministre. pas un sujet. Je lui ai parlé d'un certain nombre de créations possibles d'entreprises. Ça me semble beaucoup plus important, d'orientation des crédits d'avenir. Mais c'est quelqu'un qui fait bien son travail du ministre de l'économie. Sur le reste, bon, c'est pas un sujet. Attendons quoi. Juste une petite question sur l'ISF, puisqu'il s'est prononcé contre. Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez justement qu'il y a quand même un problème dans ce pays avec cette particularité française, l'ISF, et que l'impôt est finalement mal réparti? Moi, j'ai eu de la chance, je ne l'ai jamais payé, donc je ne sais pas. Je pense aujourd'hui qu'on a mal interprété l'idée de ce qu'on avait appelé le bouclier fiscal. Et pourquoi c'était mal interprété? Parce que c'était le gouvernement d'avant. Quelle était l'erreur de ce bouclier fiscal? C'est d'avoir mis dedans les impôts locaux. Ce qui voulait dire que comme c'est de la répartition, les impôts locaux, celui qui avait la chance d'avoir une grande fortune ne payait plus d'impôts locaux et c'était les autres qui devaient payer pour l'ensemble des services dont ils se servaient. Il y avait une erreur fondamentale qui est une vraie analyse du pourquoi quelqu'un qui a un appartement à Paris est éligible à l'ISF, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, dans un déchirement social tel que l'on connaît, je pense que ce n'est pas une priorité. D'ailleurs, je connais des gens qui payent l'ISF et qui ne quittent pas la France, qui sont d'ailleurs très mobilisés, y compris. Donc c'est pas un sujet aujourd'hui. Je pense que c'est pas le sujet, et c'est surtout, vous savez, on vient d'avoir les Panama Papers. On vient d'avoir des augmentations de salaire de grands patrons dont les gens n'imaginent même pas qu'on puisse avoir autant d'argent et se demandent même ce qu'on fait avec. Il faut faire attention. Il y a des gens qui vont pas bien, qui sont au chômage, qui attendent du boulot, qui attendent la réponse au CV, et tout d'un coup on leur dit l'ISF. Attention au sujet qu'on choisit dans un pays qui va mal, parce qu'on a à mobiliser tout le monde, y compris ceux qui gagnent 1 200 € par mois et qui se demandent comment on peut se poser des questions sur l'ISF. Marie-Lise Lebranchu, les dépenses nouvelles, 4 milliards d'euros en 2016 selon la rapporteuse du budget, c'est ce qu'indiquent les Échos ce matin. Parmi les dépenses, le dégel du point d'indice des fonctionnaires. À la veille de 2017, ça y est, il y a de l'argent, on le distribue, tout va bien. Non, parce que c'est quand même quelque chose qu'on avait déterminé depuis le début. Et on ne dit pas la rapporteuse, on dit la rapporteure. Hein, le rapporteur, pardon. Franchement. La rapporteuse, c'est pas bien de rapporter, justement. Et donc, depuis le début, les fonctionnaires sont les seuls dans ce pays, quand même. J'ai toujours dans la tête des gens qui sont au chômage. J'ai la malchance, comme tout le monde, d'en connaître de près. Donc, je mets de côté les gens qui sont au chômage. Mais les fonctionnaires, parmi ceux qui travaillent, sont les seuls à avoir rendu 7 milliards au pays parce que le point d'indice était gelé, et ils ont même eu une baisse de salaire parce qu'on ne rappelle jamais assez qu'on a décidé qu'en 2020 les cotisations des salariés du privé et des salariés du public seraient les mêmes pour la retraite, et donc on augmente leurs cotisations de à peu près autour de 0,30, un petit peu moins l'année dernière, un peu plus cette année. Donc il y a des fonctionnaires qui ont vu leur salaire net baisser. Je ne suis pas certaine qu'il y en ait beaucoup qui ont eu leur salaire net qui baissait. Il y a un moment donné où il faut savoir si on a besoin d'infirmiers, de policiers, de magistrats, de militaires. Justement, cet absentéisme dans les hôpitaux, c'est quelque chose qui vous importe ou pas? C'est un autre sujet. Vous sentez une responsabilité par rapport à ça, au fond, ou pas? Je pense qu'on a la responsabilité aujourd'hui de savoir si on veut remettre l'hôpital public au cœur du système de santé, comme Marisol Touraine le fait très bien. Parce que ça paraît extravagant, on a autant d'absentéisme dans un secteur. Il ne faut pas compter sur le marché pour réguler. On voit que partout le marché régule la santé, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou bien ailleurs. On a des vrais problèmes d'accès aux soins. Aujourd'hui, on a dans les hôpitaux des gens qui n'en peuvent plus. Moi, je cite toujours ce qui m'avait beaucoup choqué, malgré tous les commentaires que j'entendais sur ces fonctionnaires privilégiés. Cette femme qui gagnait 1 170 € par mois et qui était seule la nuit pour 40 personnes âgées. Je veux dire, qui est capable
ici, autour de la table, de dire oui, d'accord, moi je vais aller faire ce métier à 1170 euros Une par mois. minute, Ryan Mancini. Marie-Lise Le Branchu, la CGT est actuellement en congrès à Marseille. Elle a réaffirmé sa volonté de retrait de la loi travail, parle même de grève illimitée. Est-ce qu'il y a une gauchisation de ce syndicat pour éviter peut-être de se faire doubler par la CFDT? Je ne dirais pas gauchisation, des positions qu'elle a dès le début, et qu'elle partage, pardonnez-moi, avec FO par exemple. Dans la loi travail, naturellement, je n'entends pas les positions de la CGT comme étant celles qu'il faut défendre à tout prix, ni celles de la CFDT, puisque je suis politique, je regarde de façon aussi constructive que possible. Moi, je pense qu'il reste deux sujets qui inquiètent. La hiérarchie des normes, qui inquiète beaucoup de PME, parce que lorsque vous pouvez faire un référendum, vous pouvez mettre votre entreprise en concurrence contre une autre, ou bien vous pouvez subir une concurrence d'une autre. Donc il y a un vrai problème de concurrence pour les PME, et puis il y a un problème de définition des licenciements économiques. Je pense que si on prenait l'équivalent du système allemand, qui est plus rigide que celui que propose, beaucoup plus dur que celui que propose cette loi, on serait plus équilibré. Donc il y a deux sujets qui mobilisent quand même les syndicats. Ça veut dire que nous, on a encore du travail à faire en tant que parlementaires. Merci Marie-Lise Le Branchu, députée PS du Finistère, d'avoir été l'invitée de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de vos propos, mais aussi de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Merci. Voilà, aujourd'hui j'accueille Mathieu Verrier de La Voix du Nord. Bonjour Mathieu, et j'accueille Hubert Coudurier du Télégramme. Bonjour. Bonjour Hubert, on démarre avec cette interview exclusive de François Hollande à l'Écho-Républicain. L'enfumage total. Alors on va en parler, Hubert Coudurier. Il donne cette interview à l'Écho-Républicain parce qu'il se rend aujourd'hui à Chartres sur le site industriel de Novo. Pourquoi l'enfumage total? Pourquoi vous dites ça, Hubert Coudurier? Parce qu'on sait très bien que la dernière année, il est hors de question de réformer et que de toute façon, les dernières réformes, que ce soit la déchéance de nationalité ou la loi travail de Mme El Khomri, ont échoué. Oui, donc il peut prendre la parole, le président de la République, il a le droit. Il le fait tout le temps, du matin, midi et soir. Donc c'est du wishful thinking. De même, je ne sais plus quel est le titre à l'intérieur, mais c'est il faut aller plus vite, etc. Aller encore plus loin et plus vite. Alors justement, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait trop peu et trop lentement. Donc c'est prendre le contre-pied des critiques qui lui sont faites en les imprimant. Je réformerai jusqu'au bout. Voilà, écoutez, espérons-le, mais c'est peu probable. Alors, Marie-Lise Le Branchu, Mathieu Verrier, elle nous a dit il y a quelques minutes que cette interview était au fond destinée à remobiliser tout le monde. Alors, est-ce que le président de la République peut remobiliser tout le monde à un an de la présidentielle ? Ça paraît compliqué. Nous, dans nos pages, on a un sondage. Alors, vos pages, c'est La Voix du Nord. Donc, La Voix du Nord, enfin, toute la presse régionale, on a un sondage BVA qui le donne à 14%, autour de 14% pour la présidentielle. Ça paraît compliqué, plus personne n'y croit. Il semble un peu dans une spirale négative. Remobiliser, ça me paraît dur. Hubert Coudurier. Mais moi, je ne suis pas pour le Hollande bashing, parce que je pense que la situation est difficile. Oui, mais... voilà, vous avez démarré fort. Il faut pouvoir dire ce qui apparaît évident, c'est-à-dire qu'on est dans la com, mais en même temps, sa situation est difficile, il essaie de tenir dans tous les domaines, et il y a une montée des oppositions et des radicalismes face à laquelle il essaie de ne pas surenchérir. Sur le MEDEF, il a trop cédé au MEDEF durant son quinquennat ? Non, je pense que le CICE était utile et a produit des effets, pas forcément en termes d'emploi, mais en tout cas en termes de redynamisation des entreprises. Peut-être était-il mal ajusté, c'est-à-dire qu'on a trop donné aux grandes entreprises qui n'en ont pas besoin et pas assez aux PME. On dit qu'on a trop donné à la distribution, mais dans le principe, c'est une bonne mesure. Ça fait partie effectivement des choses dont on pourra lui créditer. À la fin de son quinquennat. Ce n'est pas un anniversaire que la gauche va célébrer, mais 21 avril 2002, jour pour jour, Jean-Marie Le Pen se qualifiait pour le deuxième tour de l'élection présidentielle au détriment de Lionel Jospin. Ils ont gardé quel souvenir, la gauche, là. Non, mais ça a été un traumatisme, et là, l'histoire se répète. Alors, est-ce que ça peut, le fait d'annoncer la répétition de cet événement, qui d'ailleurs s'aggrave, puisque les chiffres seraient encore plus dramatiques pour la gauche, peut avoir un effet de remobilisation? C'est ça la question. Le problème, c'est qu'ils essaient de remobiliser la gauche. Jean-Christophe Cambadélis essaie, tout le monde essaie de remobiliser, mais la gauche, elle est fractionnée, elle est divisée en deux parties. Il essaie aussi.
Jean-Luc Mélenchon risque d'être juste derrière François Hollande, ce qui serait quand même un comble. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut rassembler la gauche encore aujourd'hui ou pas? Emmanuel Macron pense que cette division est définitive. Hollande, lui, dit le contraire, toujours la synthèse. Et même Alors, ce qui s'est passé Mathieu chez Verrier, nous ouais. en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en Hauts-de-France, en décembre, avec une élimination de la gauche au premier tour, n'a pas changé les choses, n'a pas appelé la gauche alternative à la responsabilité. Je vois que vous ne prononciez pas facilement Hauts-de-France. Hein. Vous avez dit Parce qu'à Nord-Pas-de-Calais, Picardie. à l'époque, ça s'appelait Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Emmanuel Macron, c'est un ministre turbulent ou c'est plus que ça? C'est un vrai atout pour la gauche? C'est un vrai coup de atout com'. pour la gauche. C'est C'est un vrai atout pour la gauche pour la période 2017-2022, quand il faudra se recomposer. Un coup de com', vous dites Hubert Je ne Coudurier. crois pas du tout à Emmanuel Macron. Il est quand La même vraie extrêmement question, populaire et maintenant Oui, il il y a progresse un effet. même à gauche. il y a un effet, effectivement, en termes de Coup de com'. notoriété. Beaucoup aimeraient en avoir un comme ça. C'est vrai. Mais en même temps, on voit bien qu'il n'a aucune carrière politique, qu'il n'a aucun enracinement. Il a un crédit illimité chez les gens. Illimité jamais. La vraie question, c'est est-ce que il sert les intérêts de Hollande ou est-ce que c'est la créature qui a échappé à son maître? Hollande, quand on lui pose la question de la loyauté de Macron, hein, il est assez silencieux. En tout cas, celle qui a été remobilisée ce matin, et ça m'a plutôt étonné, c'est la ministre Lebranchu. C'est-à-dire que L'ancienne ministre. l'ancienne ministre Lebranchu, celle dont on disait qu'elle voulait prendre la tête des frondeurs si on la virait du gouvernement, elle a un discours responsable. Elle qui est proche de Martine Aubry et qui était plutôt mal vue, hein, il faut le dire, Et à qui Matignon, Et qui a été viré sans élégance. voilà, eh bien, elle n'a pas surenchéri. Et apparemment, quand on l'écoute, on sent une certaine inquiétude pour le pays, pour la gauche, et j'ai trouvé qu'elle tenait des propos assez responsables. Donc, il y en a au moins une qui a été remobilisée. Est-ce que vous l'avez trouvée en mal de responsabilité ce matin? Ou est-ce que vous avez senti, au contraire, qu'elle voulait en découdre et aider le président de la République, Mathieu Verrier? En mal de responsabilité, non, pas trop. Effectivement, elle se repositionne dans la majorité, Elle peut être en utile. soutien. C'est ça ma question au fond, Hubert Coudurier. Elle apparaît ce matin comme c'est pas quelqu'un qui en général Simple en termes député, maintenant. de communication. Enfin, c'est quelqu'un qui tient un discours assez prudent en général. Hein, mais on sentait qu'elle voulait en découdre. Et effectivement, le signal ce matin, c'est peut-être aussi un signal qui vient de Martine Aubry, c'est qu'elle est pour la remobilisation. Elle n'est pas pour surenchérir. Alors justement, on a quelqu'un qui connaît bien Martine Aubry, et La Voix du Nord, votre journal, est absolument sur les terres de Martine Aubry. Qu'est-ce qu'elle pense, Martine Aubry, de tout ça? Tout d'un coup, on l'entend plus. On l'entend. Elle est toujours tiraillée, Martine Aubry, entre ce qu'elle pense du fond de la politique, de la loi El Khomri, Vous pensez de la qu'elle politique envoie économique. Marie-Lise Lebranchu porter des messages? Je ne pense pas, non. Elle je se ne pense parle pas. beaucoup. Hein. Elle se parle beaucoup. C'est pas non plus la messagère, porte-parole la de Martine porte-parole Aubry. de Martine Aubry. Il faudrait plus aller chercher du côté de Jean-Marc Germain ou François Lamy pour ça. Elle existe, Martine Aubry, aujourd'hui, dans le circuit, comme on dit, Hubert Coudurier? Elle existe par son passé, par son histoire, les 35 heures, etc. Mais elle a un discours un peu ambivalent. On sent qu'elle veut porter le coup de poignard et puis elle arrête au dernier Parce qu'elle est moment. profondément légitimiste. Il y a une ombre Aubry qui existe, plus que Aubry elle-même. Alors, Voilà, on passe... une ombre Aubry et on a senti ce matin qu'effectivement, comme tu le disais, elle est légitimiste et on le sent dans les propos de Marie-Lise Lebranchu. On passe aux unes avec celle du Télégramme, Hubert Coudurier, puisque vous êtes en train de parler. Alors, votre une à vous, c'est Trump-Clinton, le duel annoncé. Voilà, Avec, pour nos amis de la radio, 2 photos de marionnettes, dites-nous en une. Oui, de mais Clinton et de Trump. c'est la tête d'affiche finale là, qui est en train de se préciser. Et il y a encore une dizaine de primaires à la rentrée, après les conventions de l'été. Mais apparemment, on verra ces deux-là s'affronter. Et on peut quand même penser que le vote hispanique et le vote des Noirs favorisera Madame Clinton. Mathieu Verrier, La Voix du Nord, aujourd'hui, avec une sur les 1300 offres d'emploi à pourvoir. Une bonne nouvelle, voilà, dans le secteur de la logistique et Belle. transport. On en fait de temps en temps. Hein. Parfois, il y a des grosses demandes, des grosses demandes. Donc, du coup, on fait des unes Des un unes peu, positives. des Voilà. unes Concrètes. positives.
Voilà, avec une Ça photo va de mieux, François comme Hollande, dirait. mais elle n'est pas très grande, hein, la photo de François Hollande en une. Merci Le Mathieu salut de Verrier. François Hollande passera par la presse régionale. Mathieu, merci Hubert Coudurier. Et je rappelle l'interview du président de la République dans l'Écho Républicain, un journal du groupe La Montagne, aujourd'hui, qui est une interview exclusive. Merci à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos avec Thierry Solaire. Merci et à demain.